Et si je vous disais que la pire façon d'animer votre leurre est en fait la meilleure solution pour le mois de mars? Vous savez, cette animation que l'on qualifie souvent de nerveuse, de trop rapide, celle qui ressemble presque au geste d'un débutant paniqué. Aujourd'hui, on va parler d'un vrai paradoxe. On nous répète sans cesse que l'eau est encore glaciale à cette époque, que le poisson est engourdi et qu'il faut pêcher au ralenti. C'est ce que disent tous les manuels. Mais avez-vous remarqué que malgré vos efforts pour faire la présentation la plus douce et la plus parfaite possible, vous ne prenez rien? La réalité, c'est que sur des poissons éduqués qui ont vu passer des milliers de leurres parfaits, la perfection ne marche plus. Dans cette vidéo, on va casser les codes. Je vais vous prouver pourquoi une animation brutale et erratique est souvent la seule clé pour débloquer la situation. Préparez-vous à revoir vos classiques, car on va découvrir ensemble pourquoi faire n'importe quoi est parfois la chose la plus intelligente à faire au bord de l'eau. D'ailleurs, posez-vous la question, êtes-vous prêt à pêcher mal pour enfin pêcher bien? Il faut bien comprendre le contexte du mois de mars. C'est une période de transition qui rend tout le monde fou au bord de l'eau. D'un côté, la nature commence à se réveiller, mais de l'autre, les températures de l'eau restent basses. Depuis des dizaines d'années, la règle d'or que les anciens nous transmettent est toujours la même. Ils disent que l'eau froide ralentit le métabolisme des poissons. Ils disent qu'un carnassier ne va jamais gaspiller son énergie pour chasser une proie qui nage trop vite. Alors, qu'est-ce que tout le monde fait? Tout le monde met des petits leurres et les ramène à la vitesse d'un escargot asthmatique. On gratte le fond, on fait des pauses interminables, on espère séduire le poisson par la douceur. Mais le problème, c'est que ces poissons vivent dans des eaux où ils sont traqués toute l'année. Ce sont des poissons éduqués. Ils connaissent la musique. Quand ils voient un leurre avancer de manière parfaitement linéaire et lente, ils savent que c'est un piège. Cette habitude de pêcher lentement est tellement ancrée dans nos têtes qu'elle agit comme un frein invisible. On a peur d'accélérer, on a peur de faire des mouvements brusques, de peur d'effrayer le poisson. Pourtant, c'est exactement cette routine mortelle qui vide nos épuisettes et qui nous fait rentrer à la maison avec des bredouilles à répétition. Imaginez un peu la scène. Il est 7 heures du matin. Vous arrivez sur votre poste préféré. Il y a une petite brume qui flotte encore à la surface de l'eau. Vous sentez le froid piquant du mois de mars sur le bout de vos doigts. À quelques mètres de vous, il y a un autre pêcheur. Le gars classique, le vieux loup de mer du coin qui vient ici depuis 20 ans. Il a lancé son leurre et il ramène tout doucement, vraiment très doucement. Il a l'air concentré, il gratte le fond millimètre par millimètre. Il est persuadé que le poisson dort encore à cause du froid. Et vous l'observez pendant 1 heure. Il ne prend absolument rien, pas la moindre petite touche. L'eau est claire, le silence est total et le lac semble totalement vide et sans vie. C'est exactement le moment où la plupart d'entre nous se découragent. On se dit que la météo est mauvaise, que la pression atmosphérique n'est pas bonne. Mais la vérité est sous nos yeux. Le poisson n'est pas mort, il s'ennuie. Il voit passer cette proie molle et sans intérêt, et ça ne déclenche rien en lui. C'est là que vous devez prendre la décision de faire l'inverse exact de ce monsieur. Il faut casser cette monotonie silencieuse du petit matin. Il est temps de parler du grand mythe du poisson léthargique. On nous a toujours vendu cette idée que sous la barre des 10 degrés, le carnassier est figé sur le fond, incapable du moindre mouvement rapide. C'est totalement faux. Si un beau poisson décide qu'il veut tuer quelque chose, croyez-moi, il a l'explosivité nécessaire pour le faire, même dans une eau très fraîche. En fait, en pêchant trop lentement, vous lui donnez tout le temps du monde pour examiner votre montage. Il voit l'hameçon, il voit le fil, il voit le plastique de votre leurre souple. Quand il s'agit d'un poisson éduqué qui a déjà été piqué plusieurs fois au cours de sa vie, cette inspection visuelle est fatale pour vous. Il vient, il regarde et il tourne les talons. Le but de l'animation chaotique, c'est justement de lui supprimer ce temps d'analyse. En bougeant très vite et dans tous les sens, vous ne lui laissez qu'une fraction de seconde pour prendre une décision. C'est ce qu'on appelle la frappe de réaction. Le poisson ne mord pas parce qu'il a faim, il mord par pur réflexe défensif ou par instinct de prédation brutale. Vous prenez son cerveau de court et c'est la seule façon de le piéger en mars.
Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, une mauvaise animation? Pour beaucoup, mal pêcher, c'est mouliner trop vite, donner des grands coups de sion sans aucune logique et ne pas garder le contact avec le fond. Eh bien, c'est exactement ce que nous allons faire. Oubliez la glisse parfaite de votre leurre. On veut qu'il parte à gauche, puis violemment à droite, qu'il monte d'un coup sec, puis qu'il pique du nez sans aucune régularité. Ça doit ressembler au mouvement d'une petite proie complètement paniquée, qui a perdu la tête ou qui est gravement blessée. Un poisson fourrage en bonne santé nage de manière assez fluide. Une proie en fin de vie ou terrifiée a des mouvements erratiques. En reproduisant ce chaos absolu, vous envoyez un message très clair aux prédateurs cachés dans les herbiers. Vous leur dites qu'il y a là une cible facile, désorientée, qui crée un maximum de vibrations désordonnées. Vous allez devoir forcer votre nature de pêcheur appliquée. Il va falloir oser donner des gros coups de poignet, mouliner en accélérant d'un coup. Bref, il faut malmener votre matériel pour créer la panique sous l'eau. Prenons un exemple concret avec les leurres dures. C'est le moment de sortir vos poissons nageurs qui font beaucoup de bruit, les fameux jerkbaits ou les lipless. Quand vous lancez un leurre dur, la méthode traditionnelle en eau froide serait de faire du lancer-ramener très basique avec des pauses douces. Changeons ça tout de suite. Lancez loin, laissez couler un peu. Et là, mettez des gros coups de canne successifs. Bam, bam, bam. 3 coups secs et violents. Le leurre va flasher, montrer ses flancs de manière agressive. Ne faites pas ça en rythme. Soyez imprévisible. Frappez 2 fois, puis 1 fois, puis 4 fois très vite. Pour le pêcheur d'à côté qui vous regarde, vous avez l'air d'un fou furieux qui veut arracher son fil de l'eau. Mais sous la surface, c'est une véritable explosion lumineuse et vibratoire. Les carnassiers très éduqués détestent la routine. Un leurre qui fait toujours le même mouvement finit par les agacer. Mais pas dans le bon sens du terme. Ils l'ignorent. En revanche, un truc bruyant qui a l'air d'échapper à tout contrôle, ça réveille leur instinct de tueur territorial. Ils vont taper dedans juste pour le faire taire ou par pure agressivité. Parlons maintenant des leurres souples, car le principe est exactement le même. Vous savez, ce fameux petit shad que vous ramenez en linéaire parfait en espérant le miracle. Prenez ce même leurre, mais montez-le sur une tête plombée un peu plus lourde que d'habitude. Pourquoi plus lourde? Pour accentuer la vitesse de chute. Vous lancez, vous laissez toucher le fond, et là, au lieu de décoller doucement, vous mettez une grande tirée sèche vers le haut. Le leurre va bondir d'1 mètre au-dessus du fond à une vitesse folle. Et relâchez tout instantanément. Il va s'écraser sur le fond comme une pierre. Recommencez immédiatement. Bond en avant brutal, chute libre. Ce comportement est tout sauf naturel pour un petit poisson tranquille, mais c'est l'imitation parfaite d'une écrevisse ou d'un goby en fuite totale. Les cendres et les brochets qui somnolent près du fond vont voir ce truc décoller comme une fusée et s'écraser sous leur nez. Le côté imprévisible de la chose les empêche d'analyser. Souvent, la touche survient au moment précis où le leurre redescend à toute vitesse. C'est un réflexe fulgurant. Vous ne cherchez pas à les nourrir, vous cherchez à les surprendre. Revenons à notre matinée au bord de l'eau. Vous venez de décider de changer de tactique. Vous montez un jerkbait bien voyant, vous vous positionnez près de quelques branches immergées. Le vieux pêcheur d'à côté vous jette un regard en coin. Vous faites votre premier lancer. Dès que le leurre touche l'eau, vous commencez à saccader comme un malade. Vous ramenez vite, très vite, en donnant des coups de sion erratiques. Le pêcheur d'à côté sourit. Il pense que vous n'y connaissez absolument rien. Il se dit que vous faites fuir le peu de poissons présents dans la zone. Vous arrivez à 5 mètres du bord. Vous mettez un dernier coup sec et là, le chaos s'arrête net pour une pause d'1 seconde. L'eau explose. Un brochet massif jaillit de l'ombre et coffre votre leurre avec une violence inouïe. Le vieux pêcheur en fait tomber sa cigarette. Votre canne est pliée en 2. Voilà exactement ce qui se passe quand on applique cette stratégie de la mauvaise animation. Vous venez de prouver en direct que le mythe de la lenteur absolue vient d'être pulvérisé. Le poisson n'avait pas faim, il était juste irrité au plus haut point par votre présentation agressive. La pause est un élément crucial dans ce grand désordre.
Je vous parle de pêcher vite et fort, de faire des mouvements erratiques, mais il y a un secret dans le secret. L'arrêt brutal. Imaginez une voiture de course qui pile d'un coup sec. C'est exactement l'effet que vous devez créer. Après une série d'animations frénétiques et totalement désordonnées, arrêtez tout pendant 2 à 3 secondes. Pas plus. Juste assez pour casser le rythme de manière spectaculaire. C'est pendant ces quelques secondes d'immobilité totale, juste après le chaos, que 90% des attaques se produisent. Pourquoi? Parce que le prédateur a suivi votre leurre. L'animation folle l'a attiré de loin. Il est venu voir, il s'est excité. Mais souvent, ça va trop vite pour qu'il cible bien sa morsure. Quand le leurre s'arrête d'un coup et reste suspendu dans la colonne d'eau, c'est l'opportunité parfaite pour lui. Il se dit que la proie blessée vient de rendre l'âme et qu'il n'a plus qu'à cueillir la récompense. Cette alternance entre l'hyperactivité débile et le calme plat est la combinaison la plus mortelle que vous puissiez utiliser sur un poisson méfiant. Il y a un autre avantage énorme à cette technique de l'animation chaotique. C'est la sélection naturelle des poissons actifs. Quand vous pêchez très lentement, vous perdez un temps fou à peigner méticuleusement une toute petite zone. Vous pouvez passer 30 minutes sur un poste où il n'y a finalement aucun poisson disposé à mordre. En adoptant notre méthode rapide et erratique, vous allez couvrir beaucoup plus de terrain. Vous devenez ce qu'on appelle un pêcheur de prospection pure. Vous lancez, vous agressez la zone, vous ramenez vite et vous avancez de quelques pas. Cette approche vous permet de trouver très rapidement les quelques poissons qui sont dans une humeur agressive ou territoriale. C'est une question de mathématiques simple. Plus vous couvrez d'eau avec une présentation qui déclenche des réflexes, plus vous avez de chances de croiser la route du bon poisson. En mare, les bancs de poissons blancs bougent beaucoup et les carnassiers les suivent. Si vous restez planté au même endroit à pêcher à 2 à l'heure, vous passez à côté de l'essentiel. Soyez mobile, soyez bruyant et trouvez les poissons qui ont envie de se battre. Il faut aussi parler du matériel, car on ne fait pas n'importe quoi avec n'importe quelle canne. Pour réussir cette animation saccadée et rapide sans vous fatiguer au bout de 10 minutes, il vous faut une canne assez raide. Oubliez les cannes trop souples qui amortissent tous vos mouvements. Ce qu'on cherche ici, c'est transmettre immédiatement le coup de poignet au leurre. Une action de pointe rapide est indispensable. Quand vous donnez un coup sec, le leurre doit réagir au quart de tour. Si votre canne plie trop, elle va absorber l'énergie et votre animation sera molle, ce qui gâchera tout l'effet de surprise. De même pour le fil, la tresse est obligatoire. Elle n'a aucune élasticité. Chaque petite impulsion que vous donnez avec votre main droite se répercute instantanément sous l'eau. C'est ce côté sec et direct qui va donner au leurre son aspect paniqué. N'ayez pas peur de prendre un matériel un peu plus musclé que d'habitude. Vous partez à la guerre contre des poissons qui ont la peau dure et l'esprit vif. Votre équipement doit être le prolongement de cette agressivité. Mais que se passe-t-il dans la tête du poisson face à cette agressivité? En mars, particulièrement pour le brochet, on est proche de la période de reproduction, ou juste avant selon les régions. Les poissons sont extrêmement territoriaux. Ils défendent des zones précises, que ce soit pour se reposer ou pour préparer la fraie. Quand vous faites passer un leurre doucement, le poisson peut le tolérer. Il le regarde passer comme un touriste inoffensif. Mais quand votre leurre déboule à toute vitesse, en claquant, en vibrant fort et en allant de gauche à droite de manière totalement incontrôlée, il est perçu comme une menace sérieuse. C'est un intrus insolent qui vient déranger le repos d'un gros prédateur. La touche que vous allez ressentir n'est pas une touche de faim, c'est une touche de sanction. Le poisson veut détruire l'intrus. C'est pour cela que les touches obtenues avec cette mauvaise animation sont souvent d'une violence extrême. Vous n'allez pas sentir un petit gratouillis sur le fond. Vous allez prendre une énorme décharge dans l'avant-bras. C'est le moment de tenir fermement votre canne. Un point fondamental à aborder est la couleur de vos leurres pour cette technique précise. Puisque vous bougez très vite et de manière erratique, vous ne cherchez pas l'imitation parfaite d'un gardon ou d'une ablette. Au contraire, vous voulez un effet de contraste violent. L'eau au mois de mars peut souvent être piquée, un peu trouble suite aux pluies du printemps. C'est le moment de sortir ce que beaucoup appellent les couleurs de cirque. Le jaune fluo, le rose pétant,
le blanc immaculé ou le orange vif. Quand vous donnez des grands coups de sion à un leurre de couleur très vive, il crée des flashs lumineux stroboscopiques sous l'eau. Ce n'est absolument pas naturel. Mais couplé à une animation folle, cela devient un aimant à agressivité. Le poisson repère l'éclair de couleur de très loin. Il se rapproche et voit ce truc fluo se débattre comme un diable. Son cerveau reptilien prend le relais. Il n'a pas le temps d'analyser que les poissons roses n'existent pas dans sa rivière. Il frappe par pur instinct. Laissez donc vos couleurs naturelles dans la boîte et osez l'extravagance. Il y a une situation que vous allez souvent rencontrer en pratiquant cette technique folle. C'est le louper. C'est inévitable. Comme votre leurre part dans tous les sens et que vous ramenez très vite, le prédateur va parfois taper à côté. Vous allez sentir un énorme coup dans la canne, un bouillonnement en surface, puis plus rien. Le vide. Beaucoup de pêcheurs s'arrêtent alors complètement, maudissent leur chance et ramènent doucement pour vérifier leur leurre. C'est la pire erreur à faire. Quand vous loupez une attaque sur une animation rapide, le poisson est généralement juste derrière, chauffé à blanc, l'adrénaline au maximum. Au lieu de ralentir, vous devez remettre un grand coup d'accélérateur immédiat. Refaites un mouvement sec. Faites croire à la proie qu'elle vient d'échapper à la mort de justesse et qu'elle s'enfuit de plus belle. Dans 8 cas sur 10, le carnassier qui vient de rater sa cible va se jeter dessus avec encore plus de rage à la seconde tentative. Il ne supporte pas l'idée que cette petite chose insolente lui échappe. Continuez le chaos jusqu'au dernier centimètre. Et que dire de l'attitude du pêcheur? Quand on pratique cette méthode, il faut accepter de casser sa propre image. Pêcher, c'est souvent une question de zen, de concentration, de gestes mesurés. On aime se voir comme des techniciens de la précision. En appliquant la théorie de la mauvaise animation, vous allez devoir lâcher prise. Vous allez ressembler à un excité au bord de l'eau. Les passants vont vous regarder bizarrement. Les autres pêcheurs vont critiquer votre style dans votre dos. C'est une barrière psychologique énorme pour beaucoup de passionnés qui ont des années d'expérience. On nous a tellement bourré le crâne avec la finesse et la discrétion qu'on a l'impression de commettre un péché en pêchant comme des brutes. Mais rappelez-vous toujours de votre objectif final. Êtes-vous au bord de l'eau pour avoir l'air d'un poète de la pêche ou êtes-vous là pour faire plier le carbone et ramener des beaux poissons? Le résultat justifie largement les moyens. Acceptez d'être celui qui fait du bruit, car c'est celui qui va prendre les poissons que les autres n'arrivent pas à décider. Je me souviens très bien d'une journée précise de début mars. J'étais sur un grand lac de barrage. L'eau était à 7 degrés. Un vent glacial soufflait en rafale. Il y avait 5 autres bateaux sur la même zone, tous en train de pêcher en vertical, au ralenti, en peignant le fond avec une tristesse infinie. Personne n'avait vu la moindre écaille depuis le matin. J'ai pris une décision radicale. J'ai sorti une grosse lame vibrante, un bout de métal lourd et très bruyant. Je l'ai balancée au milieu des structures. Je la laissais couler et je mettais des tirées énormes d'1,5 mètre vers la surface avant de la laisser replonger en chute libre. Ça vibrait tellement que ma canne tremblait jusqu'au talon. C'était épuisant, c'était anti-mécanique, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire. Au bout du 10e lancer, sur une descente, la tresse s'est décalée violemment. Fait rage. C'était un cendre magnifique, sombre, presque noir. Le roi de la zone. Il avait complètement ignoré les petits leurres discrets des 5 autres bateaux pour se jeter sur le truc le plus bruyant et le plus chaotique du lac. Ça m'a conforté dans cette idée folle. On sous-estime aussi souvent l'effet de groupe chez les carnassiers, surtout pour les perches, mais ça vaut aussi pour les brochets en début de saison. Quand vous animez comme un fou furieux, vous ne créez pas seulement une cible, vous créez un événement sous l'eau. Le bruit, les flashs, les vibrations frénétiques attirent l'attention de plusieurs poissons en même temps. Un comportement erratique déclenche un instinct de compétition entre eux. Si un poisson voit la proie paniquer, il peut hésiter. Mais s'il sent qu'un autre congénère s'approche pour lui voler ce repas facile, il va attaquer sans réfléchir. En pêchant trop lentement et discrètement, on isole la cible. En pêchant mal et bruyamment, on crée une frénésie alimentaire locale.
C'est pour ça que sur des gros coups de jerk rapide, il n'est pas rare de voir 2 ou 3 autres poissons suivre celui qui est piqué jusqu'à l'épuisette. Ils sont complètement excités par le désordre ambiant. La prochaine fois que vous sentez le lac totalement endormi, dites-vous qu'il faut sonner la cloche de la cour de récréation pour réveiller tout ce petit monde. Abordons maintenant la gestion du vent au mois de mars. C'est souvent le mois des giboulées et des coups de vent imprévus. Quand il y a beaucoup de vent, pêcher lentement et finement devient un cauchemar absolu. Vous perdez le contact avec votre leurre, votre tresse fait un gros ventre en l'air et vous ne sentez plus les touches discrètes. C'est précisément dans ces conditions dégradées que la mauvaise animation devient non seulement un choix stratégique, mais surtout une nécessité technique. En moulinant vite, en donnant des grands coups réguliers, vous tendez votre bannière de force. Vous restez en prise directe avec votre leurre malgré les bourrasques. De plus, la surface de l'eau agitée par le vent crée un écran qui masque la lumière et brouille la vision des poissons vers la surface. Dans ce tumulte naturel, un petit leurre ramené lentement passe totalement inaperçu. Il faut faire encore plus de bruit que les vagues. Votre animation brutale va couper à travers le bruit de fond du lac et s'imposer au sens des prédateurs. Le vent n'est plus votre ennemi, il devient le complice de votre méthode sauvage. Vous vous demandez peut-être si cette technique fonctionne uniquement sur les grands espaces en pleine eau. La réponse est non. Elle est particulièrement mortelle sur les bordures et les obstacles bien précis. Imaginez un vieil arbre immergé ou un lit de roseaux cassé par l'hiver. Vous savez qu'un poisson peut être embusqué là. La méthode classique serait de laisser tomber un petit leurre et de trembloter sur place. C'est bien, mais si le poisson l'a vu 1000 fois, il ne bougera pas. Maintenant, essayez de lancer juste derrière l'obstacle. Ramenez à une vitesse folle en percutant volontairement les branches avec votre leurre dure ou votre tête plombée. L'impact brutal va créer une perturbation dingue. Le leurre ricoche, perd l'équilibre, part sur le côté de manière totalement aléatoire. Ce rebond chaotique contre le bois mort, suivi d'une vitesse de fuite rapide, est un déclencheur magique. Le poisson embusqué n'a pas le temps de voir venir. Quelque chose vient de cogner sa porte à toute vitesse et s'enfuit. L'instinct de capture immédiat prend le dessus. N'ayez pas peur d'accrocher, tapez dans les obstacles, c'est là que réside la vraie surprise. Parlons d'un petit détail qui a toute son importance quand on pêche de cette manière. Le réglage du frein de votre moulinet. Étant donné que les touches surviennent souvent sur des animations très violentes ou des accélérations fulgurantes, la violence du choc est décuplée. Si votre frein est serré au maximum, comme pour une pêche classique au leurre souple, vous risquez tout simplement de casser votre tresse au moment de l'impact ou d'arracher la bouche du poisson. L'inertie de votre coup de poignet, couplé à l'attaque du poisson en sens inverse, crée une force colossale. Il faut absolument desserrer légèrement votre frein. Il doit chanter sur le ferrage. Ce petit millimètre de glissement va amortir le choc initial et sécuriser votre prise. C'est un détail technique que beaucoup oublient lorsqu'ils passent d'une pêche lente à une pêche de réaction agressive. Vous allez entendre le doux son de votre moulinet qui crache du fil dès le premier contact. C'est la musique que l'on veut entendre après avoir passé des heures à fouetter l'eau comme un bûcheron. Si on résume la mentalité à adopter, c'est celle de l'anticonformisme. Le mois de mars est le mois des poissons grincheux, des eaux capricieuses et des pêcheurs frustrés. Pour sortir du lot, il faut arrêter de chercher à convaincre le poisson de manger. Il faut le forcer à mordre par agacement. Votre leurre ne doit plus être un mets délicat, il doit devenir une véritable nuisance publique sous l'eau. Une mouche qui tourne autour du nez d'un chien qui dort. À un moment, le chien claque des mâchoires pour s'en débarrasser. C'est exactement le même principe. Arrêtez de vous soucier de la beauté de votre nage. Cherchez la rupture, cherchez la faute de quart, cherchez la vitesse excessive. Osez faire ces lancers où vous vous dites intérieurement que c'est n'importe quoi. C'est très souvent sur ce lancer précis, celui qui manque totalement de finesse, que la magie opère. Il faut un certain courage pour remettre en question les dogmes de la pêche traditionnelle.
Mais une fois que vous aurez goûté à la violence d'une attaque de réaction provoquée par une animation soi-disant mauvaise, vous ne verrez plus jamais vos boîtes de leurre de la même façon. Enfin, ne voyez pas cette méthode comme l'unique façon de pêcher tout le temps. C'est une arme secrète, une cartouche que l'on garde précieusement et que l'on tire quand rien d'autre ne fonctionne. Vous arrivez le matin, vous faites les choses bien, proprement, selon les règles de l'art. Et si après 2 heures, le constat est un échec cuisant, c'est le moment de basculer. C'est le moment d'appuyer sur le bouton rouge. Vous changez de posture, vous tendez les bras et vous mettez le feu à l'eau. Cette capacité d'adaptation radicale, ce passage du calme plat à l'agressivité totale, c'est ce qui différencie le bon pêcheur de celui qui subit les événements. En mars, les conditions changent vite, les poissons sont de mauvaise humeur. Offrez-leur quelque chose qui réveille leurs instincts primaires. Ne rentrez plus chez vous en accusant le froid ou la lune. Prenez les commandes, cassez les codes et imposez votre rythme. Et la prochaine fois que vous verrez un papy pêcher doucement à côté de vous, vous saurez exactement quoi faire pour lui voler la vedette avec votre technique de fou furieux. Voilà, vous savez maintenant pourquoi faire exactement l'inverse de ce que tout le monde conseille peut sauver vos sessions du mois de mars. Le moment le plus surprenant, c'est toujours cette fameuse touche ultra-violente qui survient au moment où l'on s'y attend le moins, juste après avoir malmené son leurre de la pire des façons. Ça remet totalement en question notre conception de la pêche et ça nous prouve que les poissons éduqués réagissent à la surprise bien plus qu'à la perfection. Changer son approche, abandonner la finesse quand elle ne marche pas pour devenir complètement chaotique, c'est une véritable révolution dans votre façon de traquer les carnassiers en début de saison. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous êtes prêt à essayer cette méthode de bourrin lors de votre prochaine sortie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune autre astuce hors des sentiers battus. Laissez une gros pouce bleu si cette approche vous a ouvert les yeux. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la pire remarque que vous avez entendue d'un autre pêcheur alors que vous étiez en train de réussir avec une technique bizarre?